Ok, donc on vous propose de terminer cette journée par une table ronde. Donc là, vous allez voir défiler un certain nombre de mots, d'expressions qui regroupent un peu tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc je vous laisse le choix d'en saisir et de réagir, de poser des questions. Voilà. La parole est à vous. Plus personne. C'était... là, c'est un essai qu'on fait. Je vais vous faire un truc moderne. En fait, ça marche jamais, les tables rondes. En fait, ça marche jamais. Non, mais par rapport à la journée, donc, est-ce qu'il y a, je sais pas, des éléments que vous auriez peut-être souhaité voir abordés qui ont été oubliés, poser des questions, apporter votre propre expérience, ou en termes de restauration, en termes de conservation, voilà. Ou d'attente, oui. Ou d'attente par rapport à d'éventuelles recherches ou... Moi j'ai juste une chose à dire, c'est en fait on a constaté la dégradation, mais est-ce qu'on apporte une solution quand on a un produit en acétate pour dire on aimerait bien retarder son vieillissement? Est-ce qu'il y a une méthode, une application, un vernis, comme autant on sait nourrir le bois avec la cire, on sait nourrir une chaussure avec du cirage, mais est-ce qu'on sait retarder le vieillissement de l'acétate? Alors là, je pense qu'il vaut peut-être mieux laisser la parole au spécialiste de la conservation préventive. Non, je pense qu'aujourd'hui, je pense que il y a peut-être des pistes. Alors, si on resitue le problème de la restauration des matériaux plastiques, il y a encore quelques années, on se posait la question de la consolidation des mousses polyuréthane. La mousse polyuréthane, en fait, finit par tomber en poudre. Aujourd'hui, on sait qu'on peut traiter la mousse en injectant un produit. Alors certes, en termes de déontologie, c'est pas réversible, chose que nous on essaye toujours d'avoir dans nos actions de restauration, mais on peut retarder la perte de la mousse. On se posait la question de faut-il enlever justement le plastifiant en surface des PVC, est-ce que ça risque pas de accélérer la dégradation? On a fait une étude et il semblerait que non. Donc en fait tout est en train d'être construit et les acétates et les nitrates vont peut-être faire partie des prochains projets. En fait je pense que la restauration des plastiques c'est quelque chose qui est en train de se construire et on tâtonne, il va y avoir probablement des essais. Avant de pouvoir passer au traitement, notamment quand on va être sur des collections d'objets à multiples exemplaires, je ne pense pas qu'on y soit là encore, et je pense que ça va se mettre en place. Là, effectivement, pour l'instant, on doit essayer de ralentir la dégradation, et je pense qu'on peut la ralentir qu'en intervenant sur les conditions extérieures, environnement qui environnent le plastique, et donc là, c'est ce qu'on appelle la conservation préventive. Donc, mais justement, moi, si je peux apporter un petit élément de réponse qui n'est pas une réponse, mais plutôt en fait le partage d'une expérience, parce qu'en voyant l'exemple de ce volant pour lequel je me suis donc souvenu que j'avais réalisé des préconisations, ce qui est très très compliqué, je me suis dit mais qu'est-ce que je leur ai dit? C'est qu'en fait, nous on les rédige aussi en fonction des études qu'on peut mener nous-mêmes, mais aussi en fonction de celles que des confrères, des professeurs ou des scientifiques même. Et donc on se base sur des études, mais donc aussi celles-ci, il y en a des nouvelles qui sortent, et des fois on a une évolution dans les préconisations. Et justement, il n'y a pas si longtemps que ça, sur les acétates de cellulose, il me semble avoir lu un article du Von Schachpa qui disait que justement dans la préconisation de la mise en place d'absorbeurs de vapeur acide dans les boîtes, si les objets n'étaient pas encore dégradés, que ça pouvait en fait catalyser la dégradation. Donc en fait, voilà, ça dépendait. Donc en fait, il y a toujours un ça dépend. Ça dépend dans quel état, ça dépend de la substitution, ça dépend de l'état de conservation, ça dépend du stade. Donc en fait, c'est le moment où on va de toute façon préconiser certaines choses en fonction sur la base de nos connaissances et de ce qu'on pense voir, diagnostiquer, etc. Mais après, il y a le mais après. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise forcément. Moi, j'aimerais juste poser une question justement aux fabricants de matière. On a vu le petit mot de Rhodia qui indiquait qu'il fallait maintenir des conditions de température et d'hygrométrie. Pour un autre domaine qui m'est un peu plus familier, qui est le verre, on sait que par exemple les industriels du verre mettent en œuvre des techniques pour lutter contre des phénomènes d'oxydation des verres. Alors, on n'est pas du tout prêt à encore mettre ça sur nos verres du XVIe siècle, mais qu'est-ce que les fabricants aujourd'hui, est-ce que vous utilisez vous-même des produits
enfin, sur vos stocks Je vais vous répondre. En fait, aujourd'hui, la demande du client, elle est plutôt dans la biodégradabilité. D'accord. Parce qu'il veut du bio, il veut du produit qui se dégrade. Parce que c'est la mode aujourd'hui de faire du anti-pétrole et du biodégradable. Alors, on n'est pas dans la sphère de la consommation, malheureusement, aujourd'hui. Et puis la consommation, je donne l'exemple de Dim, qui un jour elle est sortie des bars, qui ne se filait pas. Ah, ils ont dit d'arrêter. Voilà. Donc, mais moi, j'ai jamais eu la demande de faire des acétates qui durent avec des conservateurs un peu plus longtemps. Non, mais vous avez parlé par exemple des Italiens qui avaient eu des problèmes d'approvisionnement et qui avaient eu des flecs de mauvaise qualité. Donc, Parce que la matière cassait à l'usinage. il n'y a pas de temps de contrôle qualité au moment de la Mais si, réception de mais la une fois que le matière. produit est vendu, il est vendu. Ah oui. Bah, c'est un peu ça. Donc ça c'est cool. Une fois que le produit est vendu, tout le monde a fait son travail. Mais donc, l'exigence économique, d'une certaine manière, qui suppose quand même qu'il y ait des commandes renouvelées, est un petit peu. Donc, les paramètres valides d'un point de vue économique sont tout à fait opposés aux nôtres d'un point de vue patrimonial. Oui. D'une certaine manière, il faut aussi que les produits puissent être classés pour être renouvelés. Oui, oui. Sylvie, vous voulez ajouter quelque chose? Je vais rassembler un petit peu d'énergie pour finir de répondre et compléter ce qu'a dit Clémentine. Sur les possibilités de faire des choses, moi je suis quand même très impressionnée. Donc je suis diplômée maintenant depuis 20 ans. Il y a eu une accélération phénoménale ces 10 dernières années des recherches sur les matériaux. Ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a effectivement trop de niveaux de connaissances différents d'une institution à l'autre. Et qui manque effectivement, je suis d'accord, une plateforme d'échange globale sur ce qu'on sait. Ça c'est sûr. Après, sur des méthodes d'intervention, alors avant de venir sur les méthodes, c'est ce que je disais ce matin, pour moi c'est vraiment extrêmement important dans les prochains projets de recherche qu'on arrive à quantifier, vraiment je parle de quantification, le bienfait de certains contrôles environnementaux sur le vieillissement. Parce que pour l'instant, même si on dit qu'il faut 18 degrés et il faut une hygrométrie relativement basse pour éviter la création d'acide, la plupart des tutelles ne nous croient pas parce qu'il leur faut du factuel. Et ce factuel aujourd'hui nous manque. Donc je pense que les mesures de conservation préventive n'auront vraiment de valeur qu'à partir du moment où on pourra prouver par l'expérimentation scientifique ce qu'on avance. Pour l'instant, on manque encore d'arguments et on est beaucoup dans l'expérience, et le partage d'expérience. Yvonne, c'est pareil, il y a 20 ans, c'était pareil, c'était la même Dream Team, Yvonne, Théa, voilà, c'était les mêmes de démarrage. Et en fait, c'est l'expérience. Le chanvre, le papier de chanvre, c'est une expérience. Le charbon actif, alors j'ai été très intriguée par la quantité astronomique de charbon actif que vous avez mis autour du volant, qui me paraît énorme. Donc c'est une recommandation que nous a fait C'est du fabricant. Je trouve la quantité très importante. Mais voilà, pour l'instant, tout ça, c'est basé sur de l'expérience et ça manque, à mon sens, d'analyse quantitative. Et après, sur les mesures d'intervention, il y a des choses qui sont faites. Il y a des études, il y a eu des études sur des vernis protecteurs, notamment à Clermont-Ferrand, sur des utilisations d'huile un peu spécifiques pour venir redresser la surface en fait, et limiter en fait ce côté hydrophile et donc retrouver quelque chose d'hydrophobe pour ralentir. Il y a eu des essais. Le problème c'est que comme ils ne sont pas suffisamment encore poussés, on est un peu frileux pour les utiliser sur les collections. Et donc en fait ils restent souvent à des étapes de recherche et on a du mal à prendre le risque de le faire vraiment sur les collections. Par contre, aujourd'hui on sait faire beaucoup plus de choses, on sait beaucoup plus de choses sur le nettoyage, on sait plus de choses sur le remontage, sur le collage, sur le maintien, sur la déformation. Donc on peut quand même faire des choses, mais on est limité. Alors, juste pour rebondir sur l'étude de Clermont-Ferrand, effectivement, on a participé, le CNRMF a participé au travail qui a été fait dans le cadre de Altos École, où effectivement, on a envisagé la pose d'une couche de protection sur des objets en nitrate. Le problème, c'est que là, on était tombé sur quelque chose qui faisait appel à une technologie qui était un dépôt coronaplasma, qui effectivement pouvait peut-être être appliqué sur un objet, mais pas effectivement pas sur une collection comme par exemple le musée de Yona, ou voilà. Et en fait,
à la fin, on avait quand même un changement d'aspect. Donc il faut aussi habituer les gens à accepter ce changement d'aspect, comme on peut éventuellement les habituer à accepter d'observer un objet dégradé tant qu'on en comprend encore le sens. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Je trouve qu'effectivement, on a pas mal avancé ces dernières années. Parce qu'il faut quand même le dire, la France était un petit peu en retard. Hein, voire carrément à la traîne pour tout ce qui était les matériaux synthétiques. Et je pense que plus on aura effectivement d'études un petit peu comme ça qui vont se développer à droite et à gauche, effectivement on arrivera, je pense, à un moment donné à se dire il est temps de les centraliser, et on verra qu'effectivement dans des domaines différents des choses peuvent peut-être être échangées et ça ne pourra que s'améliorer. Mais effectivement le problème c'est qu'entre-temps les objets se dégradent. Et je reviens sur quelque chose sur lequel j'ai conclu ce matin, c'est que c'est très important dans les systèmes de recherche de partir de choses pragmatiques et simples. Oui, j'ai noté le buvard, l'idée est géniale, c'est hyper simple, c'est une grande surface d'absorption, c'est un papier, donc c'est du film, enfin, c'est très intéressant. En fait, on a aussi ce problème en restauration, les résines. Pour les consolidations notamment, il faut les acheter par 100 kg et elles coûtent une fortune. Et en plus, pour certaines, on ne peut pas les conserver. Donc en fait, on a vraiment besoin de retourner sur des études pragmatiques avec des choses à des coûts accessibles et des moyens simples, applicables sur des grosses quantités. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Et honnêtement, je pense que d'ici 5 ans, moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que d'ici entre 3 et 5 ans, on sera, si l'énergie qui a été développée ces dernières années continue à exister, je pense qu'on sera vraiment en mesure de proposer des choses viables. À partir du moment où il y aura peut-être effectivement aussi une vraie prise de conscience et que des moyens humains sont mis en place. Parce qu'avant tout, c'est le moyen humain qui va permettre tout ça, travail. des gens libéraux. Voilà, mais voilà. Donc je vous propose une dernière question. J'ai beaucoup apprécié l'épisode où Anne Carré indique qu'il y a une exposition, malheureusement je ne l'ai pas vue sur l'objet restauré ou exposé, où là on s'intéresse à présenter au public, aux gens de la société, des objets qui sont vraiment dégradés. Et là c'est vrai c'est un entre-soi, mais c'est aussi un élément important d'indiquer à la société dans laquelle on est qu'il y a des éléments de société qui se dégradent et qui se dégradent très vite. Et les gens de la société ont intérêt à découvrir en même temps que nous que ça va très vite. Oui. Et c'est peut-être aussi un des acteurs du patrimoine. Effectivement, c'est peut-être quelque chose à envisager dans des expositions. J'aime beaucoup les deux tableaux qui sont présentés ici. Il y en a deux, alors il y a deux mots que j'ai vus, qui apportent peur, que je relève. Oui. C'est l'impression toute personnelle. Hein. Et puis sur un autre tableau, le deuxième, c'est qu'en même temps, c'est agir. Alors c'est vrai que moi je préfère, je pense que monsieur qui fabrique les celluloses doit être plus dans l'agir et les gens de la conservation et les responsables de collection sont plus dans la peur. C'est vrai. Donc je vous propose de nous retrouver autour d'un dernier café, petite douceur. Je voudrais juste remercier tous les intervenants d'avoir donné du temps et de l'énergie pour que cette journée se passe bien. Et je voudrais aussi remercier les 4 élèves de l'INP qui nous ont aidés à l'organisation physique avec les badges, le nuage, les pauses café, tout ça. Donc Isabelle Cuoco, Bataille Le Maire, Laurie Grard et Ophélie Grangier. Donc je voudrais qu'on les remercie pour leur participation. Ils nous ont vraiment aidés.